Bienvenue sur ce tout nouveau podcast de FitMill, podcast dans lequel j'ai eu la chance d'interviewer Jean que vous connaissez je pense tous et toutes, Jean du site All Musculation. Alors par contre, durant ce podcast j'étais seul, Aurélie n'était pas disponible au moment de l'enregistrement. Petite dernière remarque avant de vous laisser avec Jean et moi-même. Par moment, la qualité sonore n'est pas d'une excellente qualité, alors je m'en excuse par avance. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouveau podcast de FitMill. Aujourd'hui, je reçois Jean Phoenix de All Musculation, qui m'a fait le plaisir de répondre à ma demande. Ça fait quelques temps qu'on essaye de faire ce podcast. Mais bon, avec les fêtes de fin d'année et les impératifs de chaque côté, c'était assez compliqué de se capter. On a enfin réussi. Et donc, désolé, hein, c'est ma faute. Hein. Bon, c'est la mienne aussi, je te rassure. Quelques événements familiaux ont fait que, donc voilà. Et quand je t'ai contacté, Jean, je t'ai posé une question, qui est le sujet justement de ce podcast. C'est les principales erreurs des débutants en nutrition, quand ils commencent soit la musculation, soit un autre sport, parce qu'on a tous commencé un jour. J'ai commencé, t'as commencé, on a tous tâtonné au fur et à mesure la nutrition, on est passé par de belles erreurs, soit trop manger, soit pas assez manger, soit très mal manger, j'ai dû toutes les faire d'ailleurs ces erreurs. Et donc, on les a tous fait, ouais. Et donc, l'idée, c'était de te contacter toi parce que t'as un discours, comme je te l'ai dit juste avant, qui est assez clair, assez limpide et qui parle beaucoup aux débutants, je pense. Et je voulais aborder ce thème avec toi, tout simplement. Donc toi, Jean, ça fait 20 ans que tu t'entraînes ? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Moi, mais au global, 20 ans, ouais. T'as un site justement qui est dédié à la musculation, qui s'appelle All Musculation. Il y a beaucoup d'articles et de vidéos également présentes sur YouTube, qui parlent de différents sujets liés à la musculation, nutrition, entraînement, etc. Et également, tu proposes du coaching. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je t'ai contacté, parce que je pense que tu as dû voir quand même beaucoup d'élèves passer en quelques années. Et donc, forcément, beaucoup d'erreurs qui ont été commises et qui sont encore commises. Ouais. On en Et, pas mal, et la première question que je vais te poser, justement, c'est quelles ont été, toi, tes erreurs ? Moi, c'était le Nutella, notamment avant mes entraînements de rugby. Je faisais tartines de Nutella, pain blanc et lait avant chaque entraînement. Ouais. Donc, autant dire qu'après, sur le terrain, c'était assez compliqué pour courir. Donc on a tous Moi, fait je faisais ça, mais pas avant, mais après l'entraînement. Après l'entraînement, d'accord. C'est vrai que bah, si on se remet un peu dans le contexte, du coup, il y a une vingtaine d'années, on parlait assez peu de la qualité des aliments. On n'en parlait pas du tout d'ailleurs. Les légumes, on n'en parlait pas non plus. On parlait en gros juste d'avoir suffisamment de calories et suffisamment de protéines, glucides, lipides. Mmh. Et ça s'arrêtait là en fait. C'est-à-dire que voilà, ça pouvait être un post-training, 4 grosses tartines de pain de mie avec du Nutella ou un autre truc par-dessus pour rajouter des calories. Le soir, ça m'arrivait régulièrement de boire 1 ou 2 litres de lait Oui, pour avoir cette protéine. je l'ai fait aussi. Mon repas du soir. Bon, peut-être pas 2, j'exagère, mais 1 litre, ça c'est sûr, je l'ai fait pendant des mois. Et puis des fois, le midi, ça peut être une boîte de cassoulet de 900 grammes. Voilà. J'ai également fait ça au début quand j'ai commencé, quand j'étais en BTS. Et je me tapais à moi seul un sachet complet de muesli avec 4 steaks et de la moutarde tous les soirs. Un véritable massacre. Par contre, c'est vrai que j'ai pris 10 kilos en un an. En 2 muscles, peut-être 2 kilos. Le reste, c'était que du gras. Mais voilà. Ouais, moi j'avais pris, il y a des photos en après, sur mon site, j'avais pris 13 kilos en 6 mois. Oh la vache. Et j'avais encore les abdos. Mais parce que bon, je partais très maigre aussi. Donc bon, j'avais un delta aussi de masse musculaire et même de masse grasse d'ailleurs à récupérer parce que j'étais vraiment très très sec. Donc ça faisait pas trop gras, ça allait. Mais effectivement, oui, quand voilà, on peut des fois prendre du poids très rapidement. Oui, c'est Et sûr, après, ouais. effectivement, là où c'était plus un massacre, c'était en termes de digestion. Autant de lait, autant de voilà, enfin, j'ai pris des cassoulets, forcément je mangeais pas de cassoulets tous les jours, bien sûr, mais voilà, clairement en digestion, c'était pas non plus l'idéal. Toujours tout le temps fatigué, etc. Éreinté, le ventre lourd. Ça, le ventre lourd, ouais, c'est vrai. Et C'était une époque où on parlait pas de la qualité des aliments, quoi. non, pas du tout. C'était un total calorique à atteindre, et ni plus ni moins. Peu importe, soit du Nutella ou du poulet, tant que le total est atteint, c'est bon. Et ça a bien changé d'ailleurs maintenant. Ça a bien changé. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à repenser ta nutrition d'ailleurs ? Comment est venu un peu le déclic de dire finalement le cassoulet tous les soirs, c'est peut-être pas la meilleure solution pour prendre du muscle propre, façon de parler ? Ouais, je saurais pas te dire, tu vois, en termes de déclic pur, en tout cas, sur le fait de l'améliorer, je pense que ça va être par rapport au forum, de discuter avec les gens sur les forums, d'apprendre aussi en lisant des livres et tout ça, mais je pense que ça venait déjà, à la base, ça devait venir des forums, ouais. Mmh. Et je te dis ça devait être il y a peut-être
quinzaine d'années, ou voire un peu plus que ça, où déjà on a commencé à dire ouais mais toutes les calories ne valent pas, il faut aussi faire attention à avoir suffisamment de vitamines, de minéraux, attention aux oméga, etc. Et puis après le côté et plus ça va aussi, plus je fais attention à la santé en plus. Ouais. Alors l'ajout des légumes, clairement c'est quelque chose dont nous on parle sur le muscu depuis peut-être 10 ans, j'en sais rien. Peut-être pas, j'ai pas les dates en tête, mais en gros ça va être à peu près ça. Ou déjà quand on a commencé à expliquer aux gens, on va faire des menus sur le site, on leur disait bah ouais mais essaie de manger 300, minimum 300 grammes, voire un petit peu 400-500 grammes de légumes par repas. Les gens me regardaient avec des yeux comme ça. À quoi ça sert? Et après il y a beaucoup de livres très intéressants aussi. Ces dernières années, on va dire ces 4-5 dernières années, entre les livres de Vénesson et de Christophe Cario, donc Julien Vénesson et Christophe Cario, ça apporte aussi tout un aspect santé en plus de l'aspect performance en fait, que je trouve intéressant parce que c'est vrai que déjà améliorer la qualité des aliments qu'on mange, ajouter des légumes, tout ça, ça a déjà un aspect intéressant pour la santé, mais en fait la plupart des gens le voient surtout du côté performance parce que clairement par exemple si tu te blesses moins, si tu es moins fatigué, bah, tu peux mieux t'entraîner, mieux progresser. Et puis après tu as aussi, plus tu fais attention à ta micronutrition, à ton microbiote, etc. Et plus aussi ça a un impact derrière en termes de santé à long terme. Et ça c'est quelque chose sur lequel moi je fais de plus en plus attention, mais qui est clairement, qui est assez peu vu par les débutants ou les personnes plus jeunes, mais c'est assez logique parce que tant que tu n'as jamais eu de problème digestif, tant que tu n'as jamais eu trop de Bien sûr. Je veux dire, moi, quand j'avais 20 ans, je mangeais des cailloux, ça se passait bien, quoi. Tu vois, donc, et plus tu vieillis, et plus il faut faire attention, surtout quand, comme moi, ça fait des années que tu manges beaucoup, parce que naturellement, je fais 20 kilos de moins que ce que je fais là. Donc, ça fait 20 ans que je me force à manger plus que, on va dire, ce qu'a besoin. Ton organisme, ouais. Ce sur quoi j'étais prévu, on va dire, voilà. Oui. Donc forcément. C'était prévu. Et donc forcément, ça génère des fatigues digestives ou des troubles de temps en temps qui font que je vais faire encore plus attention en vieillissant. D'accord, tu prends des probiotiques, des choses comme ça en complément alimentaire pour... Ouais, j'en ai eu pris. Là, j'ai pu les arrêter et je le gère par rapport à mon alimentation. Par exemple, en mangeant, j'ai déjà dit, suffisamment de légumes, mais aussi des aliments fermentés. J'ai beaucoup réduit mes produits laitiers. J'ai beaucoup réduit mes céréales, je ne mange plus en fait. Il y a plein de choses en fait comme ça, et petit à petit j'essaie d'améliorer pour gérer le plus possible par mon alimentation, et ce que je ne peux pas faire par mon alimentation, je le fais par les suppléments. D'accord. Pour revenir aux erreurs des débutants, tu as beaucoup de coaching depuis déjà quelques temps, et du coup quelles sont les principales erreurs que tu vois au niveau des débutants, au niveau nutrition? Alors, on les avait déjà avant les coachings, parce qu'avec oui. le forum, c'est vrai qu'on a des dizaines de milliers de conversations sur le forum depuis 15 ans. Ouais, parce que la musculation est les plus vieux sites de musculation en France, en tout cas sur la musculation. Ouais. Voilà, donc ça donne pas mal d'infos. Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà, pour moi, la basique, c'est de tout miser sur les compléments avant d'avoir une diète. En fait, on va voir, et en plus d'aller chercher les compléments au poil de cul et de bouffer un kebab à côté, quoi. Typiquement, on va avoir des mecs qui vont comparer deux whey en regardant l'aminogramme. Franchement, j'ai pas regardé l'aminogramme du whey depuis 10 ans, quoi. Ça sert à rien, en fait. Bah, bien sûr. Mais ils vont regarder l'aminogramme du whey, voir, parce que celle-là, elle a 0,5 g de glutamine en plus ou 1 gramme de leucine en plus au 100 grammes, quoi. C'est tellement marginal au final que... Voilà. Et qui à côté de ça, vont bouffer un kebab, quoi. Ça n'a aucun sens, quoi. Donc déjà, c'est vraiment regarder les compléments avant de regarder la nutrition. Ça, c'est pour moi le numéro 1. Et peut-être le numéro 2, c'est justement de ne pas avoir de nutrition du tout. Parce que c'est vrai que quand on débute, on peut progresser correctement, même si on n'a pas trop de nutrition. En condition de manger suffisamment de calories, on va dire, on peut progresser quand on débute. Mais si on fait attention à la nutrition, on progressera encore mieux. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre. En fait, la plupart des gens, ils vont débuter. Bon, la plupart des gens ne vont pas progresser du tout, de toute façon. Et après, même ceux qui vont réussir à débuter et progresser avec une mauvaise nutrition, ils vont se dire, c'est bon, j'ai progressé, donc ça marche. Sauf que pour donner un ou deux qui sont pris débutants et qui ne progresseront plus, en général, ils vont arrêter. En fait, au lieu de se poser la question de changer leur alimentation. Et c'est vrai qu'au début, on voit surtout le poids sur la balance. Ouais, j'ai pris 5 kilos, j'ai pris 10 kilos, du coup, on mange encore plus. On fait pas le distinguo entre le muscle et au final la graisse. En plus, on prend de la force à la salle, donc ça encourage encore plus à manger plus. Et au final, c'est presque un cercle vicieux, mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, comme tu dis, d'un coup, ça stagne. Et c'est là qu'on commence un peu à réfléchir à manger autrement. Ouais. Voilà.
Ouais. Et là, la plupart des gens, en fait, ils se posent pas trop la question de réfléchir, mais ils arrêtent, en fait. C'est un peu pessimiste ce que je dis, j'ai dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai qu'en fait, la musculation, c'est un sport de débutant, globalement. Mm. En fait, si tu vas dans la salle, la plupart des... Alors, soit t'en as qui font ça depuis 5-10 ans, mais qui vont plus pour le côté santé ou social, qui font un peu de fitness comme ça. Mais des gens qui veulent vraiment progresser en masse, finalement, t'as globalement des débutants parce que ils essayent 6 mois, 1 an, parce qu'ils ont vu des mecs sur les réseaux qui en 6 mois, 1 an, étaient devenus énormes. Enfin, en tout cas, qui sont énormes. Ils croient qu'ils vont pouvoir faire pareil en 1 an ou 2, et puis quand ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas, ou alors qu'ils se blessent, la plupart arrêtent en fait. Mm. C'est de nouveaux débutants qui arrivent. Et ça, c'est voilà, quelque chose que je vois depuis que j'ai commencé ce sport-là, quoi. Et puis là, c'est la bonne période parce qu'on est juste après les fêtes. Donc on sait très bien que les salles sont blindées et que dans 3 mois, il n'y aura plus personne. Et après, ça va revenir d'ici mai-juin et septembre. Voilà. Ça, dès cet été, en fait, il y en a plein, ils vont commencer à arrêter parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont mis maintenant, ils vont se dire je serai musclé pour cet été. C'est ça. Et dans 5-6 mois, ils vont se rendre compte que non, en fait. C'est exactement ça. Exactement ça. On a plus de temps, quoi. Bah, c'est pas de rebondir sur un autre sujet par rapport aux erreurs. Le fait que beaucoup de personnes mangent pas assez aussi en commençant la musculation par peur de prendre du gras. Je sais que ça arrive des fois, des gens se limitent justement à peu manger. Elles veulent prendre uniquement du muscle et au final ça les freine dans leur progression. Et elles loupent grosso modo les meilleures années qu'elles sont devant elles, qui sont les premières années de musculation. Parce qu'au début on progresse énormément, autant plus manger je pense au début, quitte à diminuer par la suite une fois qu'on atteint un certain potentiel. Je sais pas ce que tu en penses toi. En fait, c'est tout à fait ça. En fait, les gens ont du mal au début à choisir un objectif prioritaire. Ils ont du mal aussi à comprendre. Mais alors, quand je dis ça, je viens de critiquer les gens, mais je veux dire, c'est normal. Hein. Quand on débute, on n'a pas les infos, je veux dire, c'est normal, quoi. Il faut prendre le temps d'apprendre. C'est normal. Mais il faut se fixer un objectif prioritaire. Et beaucoup cherchent à avoir à courir 2 lièvres à la fois. Donc 2 objectifs en même temps, mais qui sont opposés. C'est-à-dire prendre du muscle Et rester sec. Ouais. Ou alors prendre du muscle sec. Donc sans prendre du tout de gras. Et effectivement, c'est difficile de faire comprendre. Et ça, on a souvent le cas sur les coachings, de faire comprendre aux gens que oui, quand tu veux prendre du muscle, en tout cas si tu veux en prendre assez vite, il faut accepter de prendre un petit peu de gras. Et à l'inverse, si ton objectif prioritaire c'est de perdre du gras, alors si tu es débutant, tu pourras prendre un petit peu de muscle, mais si tu n'es pas débutant, tu ne pourras pas perdre du gras et prendre du muscle. Bah, bien sûr. Et les performances vont diminuer, etc. Et il y a un blocage psychologique souvent par rapport à tout ça, qui est très important. Complété avec les fameux réseaux sociaux où on vend des personnes qui progressent en 1 mois de façon miraculeuse. Donc voilà. Et après, voilà, mais c'est vrai que beaucoup, bon, il y a ce côté réseaux sociaux, le dopage, etc. Et puis après, voilà, les gens ont du mal aussi à se rendre compte de la difficulté à prendre du muscle. Et encore plus de la difficulté à prendre du muscle et à être pas trop gras. Parce que c'est pareil, si tu regardes un petit peu en salle, des mecs qui ont l'air balèzes, après quand tu vas dans la salle, tu te rends compte qu'il y a 0 abdos en fait. Oui. Voilà, avoir un peu de masse sans être trop gras, c'est assez compliqué. Et en fait, il y a une phrase qui est assez simple, c'est sec, massif, naturel. Tu peux en choisir que 2. Bien sûr. Voilà. Tu peux être sec et naturel, mais tu ne seras pas massif. Tu peux être sec et massif, mais tu ne seras pas naturel. Et après, tu peux être massif et naturel, mais tu ne seras pas sec. Voilà. Ouais. Alors, quand on dit massif, c'est massif, hein, je veux dire. Massif, c'est le mec quand il est habillé, par ultra costaud, mais dès qu'il enlève son t-shirt, on voit qu'il y a beaucoup de gras. Voilà, c'est ça. Bien sûr que le mec. Les mecs qui sont ultra secs, voilà. Ils ont zéro masse, quoi, mais voilà. C'est vrai que c'est très compliqué, même moi à mon niveau encore, c'est quand même 10 ans que je m'entraîne et j'ai encore souvent ce problème-là. On veut forcément être plus sec, après les perfs baissent, du coup on veut reprendre. C'est vrai que c'est assez frustrant, on veut tout avoir d'un coup, mais on peut pas tout avoir d'un coup, il faut savoir arbitrer. En tout cas, sans aide extérieure, en tout cas, on va dire. Également, une autre question, est-ce que c'est une erreur, selon toi, de ne pas peser sa nourriture quand on est débutant? Alors oui, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour progresser encore plus vite, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est une erreur. Après, quand on est plus débutant, justement, sauf en phase de sèche ou de compète comme ça, typiquement, moi en ce moment, je pèse pas, parce que j'ai des portions dans l'œil, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, j'ai pesé pendant des années. Maintenant, je sais, quand je me sers un peu de viande ou un morceau du riz, je sais, si je veux 200 grammes, je sais me servir 200 grammes. Et peut-être que je vais me servir 220, mais c'est pas grave, parce qu'on ne pas d'avant, je vais me servir 180. Oui. Pas d'après, enfin voilà. On ne faut pas non plus à 5% près sur une assiette, ça change pas grand-chose, mais oui, il faut apprendre à peser et il faut apprendre à connaître les portions. Ouais. C'est super important. Et en plus, c'est super important aussi parce qu'après, on a souvent des gens aussi, qu'on le voit d'ailleurs sur les coaching, quand ils sont en déplacement, quand ils sont au restaurant, quand ils sont pas chez eux, ils ne savent pas quoi manger,
parce que ça sort de leur diète habituelle. Oui. Mais je veux dire, si t'as les portions un petit peu et des notions de calories dans la tête, tu peux manger autre chose, même si c'est pas la nourriture d'habitude, et même si pour une fois ce sera peut-être pas la nourriture saine. Si tu fais à peu près attention à tes portions, et tant que c'est pas tous les 2 jours, c'est pas un souci, quoi. Est-ce que le plus important au final, si on en sèche ou en prise de masse ou en maintien, c'est le total calorique. Il n'y a pas à dire, s'il est inférieur à ta dépense, tu seras en sèche. S'il est supérieur, tu vas prendre du poids. Après ça, au niveau santé, c'est différent, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, sur un repas, si on sait qu'on mange 800 calories habituellement propres, et là on mange 800 calories un peu moins propre avec une salade industrielle, on a nos 800 calories dans la journée. C'est pas un repas par mois qui va changer grosso modo la donne au final. Je suis d'accord, ouais. Après, il faut faire attention parce qu'il y a le côté, si on fait attention qu'au total calorique, il faut faire attention aussi parce qu'effectivement, tu vas perdre du gras. Évidemment, tu peux perdre du gras en mangeant que de l'huile, quoi. Ah bah bien sûr, c'est inférieur à tes besoins. Bon, déjà, tu mets ta santé en jeu, mais en plus, tu vas perdre beaucoup de muscles aussi. Mm. Après, il faut aussi faire attention à ça, c'est-à-dire que le total calorique à lui seul ne fait pas tout. Parce que si tu veux maximiser ta perte de gras et minimiser ta Perte de muscle. Voilà, la qualité des aliments que tu vas manger va avoir un impact. Mais c'est marginal sur un repas comme ça, des fois de temps en temps, ponctuellement. Oui, c'est ça que je voulais dire derrière en fait. Après, je suis 100% d'accord, effectivement, si on mange n'importe quoi, même en termes de santé, en termes de minéraux, en termes de vitamines, forcément, ça va se ressentir l'inflammation du corps ou autre, etc. Et il faut d'ailleurs même le faire de temps en temps, enfin, pas forcément industriel, mais il faut se faire plaisir de temps en temps parce que c'est aussi important pour le mental, pour garder la motivation, etc. Justement, si tu veux pas te combattre, il faut pas rester avec une ah bah bien sûr. Tous les jours pendant des mois, quoi. Bah, c'est le moment où on va craquer, tout abandonner, manger n'importe quoi, et au final, tout sera gâché. Et justement, autre thème que je voulais aborder avec toi, c'est cheat meal. Parce que grosso modo, c'est un peu sous-entendu. Est-ce que faire des cheat meals toutes les semaines est une erreur ou pas une erreur? Parce que tout le monde, en fait, ne jure que par les cheat meals le vendredi soir, c'est gros sushi, c'est gros McDo. Alors, toute la semaine, on fait la diète, et d'un coup, on mange 6000 calories le vendredi soir. Voilà. Voilà, ça dépend un peu de... Ça rejoint un petit peu, tu vois, ce qu'on disait là, c'est que... En fait, on va dire que plus tu le fais fréquent, et moins, et plus il faut qu'il soit raisonnable, on va dire. Oui. Forcément, dire si tu dois manger... Attends, ça fait 20 000 calories par... Ouais, c'est en prise de masse, tu vas avoir dans les 20 000 calories par semaine. Ouais. Si tu fais un truc d'un coup, un repas à 5 000 ou à 6 000, c'est énorme comme écart, quoi. Tu vois, ah bah clairement, oui. Voilà. Donc après, si tu fais ça une fois par mois, tu vas lisser l'excès sur le mois. Si tu fais ça une fois par semaine, là, c'est plus compliqué. Donc après, moi, je suis plus dans l'optique de faire... moi, ce que je fais perso, en fait, c'est que je fais un cheat meal, mais je change plus mes aliments que les calories. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors forcément, j'ai plus de calories, mais je vais quand même essayer de rester dans la... Je vais me faire plaisir sur des aliments, mais en termes de portions, je vais rester sur quelque chose de classique. Ce qui permet déjà de faire des repas un peu plus plaisir, soit que je sois en famille, ou soit que je suis chez des amis, ou inversement, mais sans mettre à mal ma diète, en fait. Non, puis justement, question bête, c'est bien choisir ces éléments, comme tu dis, faire une pizza à maison. Vous pouvez faire ça que faire une pizza industrielle. Voilà. Au-dessus, on met son bacon, allégé en sel, on met son poulet, sa sauce tomate allégée, sa pâte maison, et voilà, ça change tout, on se fait plaisir, on respecte ses macros, on respecte sa santé, donc on est gagnant à 100%. Plutôt que partir à la facilité directement avec un McDonald's, des gros sandwichs, au final, voilà. Pas plus seulement on est flotteux, du coup on s'en veut. Voilà, il y a quand même beaucoup de contraintes derrière qui fait que... Après, encore une fois, voilà, si le mec qui fait du McDo, c'est un McDo, c'est cool, mais le seul truc, c'est que s'il se fait un triple McDo XL toutes les semaines, là, ça va commencer à poser un problème, quoi, tu vois. Plus le coca qui va derrière, le pic de l'insuline, le stockage. Tu prends un menu non XL avec un coca zéro, le problème n'est pas le même, quoi. Là, c'est moins gênant, quoi. Et aussi, alors je sais pas si c'est une erreur façon de parler, c'est une légende qu'il y avait avant, donc dis-moi ce que toi t'en penses, le fait qu'il faut surtout pas manger de glucides le soir avant de dormir. C'est quoi ton avis toi là-dessus? C'est bien un mythe, on est d'accord. Ouais, d'ailleurs on a fait une vidéo il y a quelques mois je crois sur le sujet, ouais. Qui montrait que la prise de glucides au repas du soir permettait même de favoriser la perte de graisse. Et le fait de ne pas en prendre. Et en plus de ça, ça permet aussi de mieux dormir. Oui. Voilà, si t'as connu aussi, t'as fait une sèche un petit peu dure. Le sommeil assez compliqué, ouais. Pour dormir, c'est une galère énorme, quoi. Ouais, très compliqué, on a froid, on se réveille tout le temps, on est éreinté, ouais, c'est assez compliqué une sèche qui dure pas mal de temps. Donc oui, effectivement, manger des glucides le soir, c'est bon
pour la santé, et vous n'allez pas grossir à cause de ça. Ce qui compte, c'est le total calorique sur la journée, et non pas l'apport sur un repas. Et justement, au niveau des collations, c'est une chose que tu recommandes, toi, particulièrement, ou Alors, ça dépend. Moi, en ce moment, j'en prends pas, mais parce qu'en ce moment, je suis pas très très en calories. J'en ai pris pendant des années. Je trouve que c'est une solution simple de manger plus de calories sur la journée. À un moment donné, quand tu as un prise de masse, déjà, tu vois, c'est que c'est absolument pas obligatoire. Globalement, ça changera pas grand-chose ta progression, que ce soit en prise de masse ou en sèche, de faire 3 repas ou d'en faire 6. Hein. La différence est mineure. Après, je trouve que c'est une façon simple. Si tu as déjà des gros repas, et que tu en as marre parce que voilà, tu viens de te bouffer une grosse assiette de riz. Ouais, 300 grammes de riz, 300 grammes de légumes, voilà. 200 grammes de poulet. Voilà, tu en as marre, c'est une solution simple de rajouter de rajouter soit des calories, soit juste des prods, soit juste des lipides, etc. C'est aussi une solution simple, par exemple, pour les étudiants ou autres qui mangent à la cantine, de se rajouter aussi 1 ou 2 repas qui sont peut-être mieux équilibrés en termes de macronutriments et avec de meilleure qualité aussi. Par exemple, tu es obligé de manger dans un safe et que derrière, tu te fais un petit shaker avec une prod de qualité, et puis, je sais pas, des amandes, tu vas apporter des prods de qualité, des lipides de qualité. Donc ça peut être intéressant aussi. Enfin voilà. Donc c'est pas, pour moi, c'est absolument pas une obligation ni une contre-indication. Ça dépend vraiment des cas. Ah, parce qu'on avait le cas avant, faut manger tous les 3 heures, sinon dans le catabolisme, on perd tout le muscle. C'est total, quoi, parce que ça, autant se réveiller la nuit toutes les 3 heures pour manger, quoi. Il y en a qui le faisaient. Avec la caséine en pleine nuit pour manger. Mais bon, voilà, c'est un mythe total, on va pas cataboliser. Je veux dire, si on perdait du muscle au bout de 3 heures, l'espèce humaine, on n'en serait pas là où on est maintenant, quoi. On serait déjà mort depuis longtemps, quoi. C'est pas faux. Parce que c'est assez, enfin, faut se remettre aussi dans le contexte, c'est quand même assez récent de faire 3, 4, 5 repas par jour. Ça date de quelques dizaines d'années dans certaines régions, même de France, quoi. Il y a quelques centaines d'années, ou même moins que ça, il y avait il y avait 2 repas par jour, c'était le standard. Et puis, si on remonte encore plus loin que ça, il y avait un repas qu'on pouvait bouffer, quoi. Donc, les gens, enfin, l'espèce humaine a été conçue comme ça aussi, quoi. Donc, faut pas non plus avoir peur, quoi. Bien sûr. Et dernière petite question aussi, qu'est-ce que tu penses des régimes un peu atypiques, tout ce qui est IFI Feature Macro, tout ce qui est le jeûne intermittent, ces choses-là? T'as un avis dessus par rapport à ce que beaucoup de débutants se lancent, vont tester des choses un peu parfois Ouais, l'IFIM, c'est de la merde. J'ai fait une vidéo qui s'appelle comme ça, l'IFIM, c'est de la merde. Non, en fait, je t'explique pourquoi, parce que je suis d'accord. C'est souvent... le problème... Bon, attends, j'essaie de synchroniser ma tête par rapport à ce que je vais dire. Vas-y, synchronise ta tête. Le souci, c'est que c'est souvent une excuse et que c'est souvent mal fait, voilà. Ouais. Tu vois, comme on dit depuis tout à l'heure, moi je défends assez le côté, t'essaies de manger propre la plupart du temps, et après, si tu manges propre 80-90% du temps, si le reste du temps tu manges pas propre, c'est pas gênant. C'est lissé, c'est contrebalancé par ta diète qui était bien tenue avant, ouais. Voilà, c'est ça. Après, le problème de l'IFIM, c'est que souvent les gens le pervertissent en se disant ouais, mais tant que je mange mes macros, enfin en même temps, le truc c'est ça, hein, tant que je mange mes macros, c'est bon. Sauf que, typiquement, du lipide en provenance d'huile de tournesol ou des lipides en provenance d'oméga 3, c'est pas le même impact sur ton corps. Bien sûr. Des glucides en provenance de sucre de table ou des glucides en provenance de patates douces, ça fait pas le même impact sur ton corps, etc., etc. Et en plus, ça ne tient absolument pas compte de l'apport en micronutriments, ça ne tient pas compte de l'apport en fruits et légumes, ça ne tient pas compte de plein de choses comme ça, et ça se pense que c'est une grosse connerie, quoi. Donc typiquement, si tu manges des Kinder Bueno et je suis désolé, même si tu as le même nombre de calories et de protéines lipides, ça ne sera pas la même chose que si tu as mangé un mélange de noix et de raisins secs, quoi. C'est sûr. Et les mecs, ils peuvent le tourner dans le sens qu'ils veulent, mais non, juste ça marche pas. Alors oui, sur le court terme, tu as le même nombre de calories et de protéines, glucides, lipides sur ta journée. Et donc effectivement, sur le court terme, ça marche. Mais la santé à long terme, ouais. Voilà. Aussi bien pour les perfs que pour la santé, ça marchera pas, parce que pour les perfs, typiquement, si tu es trop chargé en oméga 6, etc., tu vas avoir un environnement pro-inflammatoire, tu as le risque de blessure qui augmente. Pour la santé, on n'en parle même pas. L'oxydation des cellules et tout derrière, bien sûr. Voilà. Et malheureusement, c'est souvent aussi mis en avant sur les réseaux par des mecs qui sont chargés. Donc oui, quand on est chargé, on peut manger des Kinder Bueno et avoir des tablettes de chocolat. Mais la question se pose plus, puisque par exemple, quand tu es chargé, tu fais pas attention à ta santé. Bah voilà. Ça n'a pas changé. Mais on revient encore au réseau, comme quoi il y a une image qui est vendue derrière qui n'est pas la réalité des choses. Tout le monde avec leur pizza, leur burger, etc. Ils prennent du muscle sec, et c'est pas possible en vrai. C'est ça. Après, ça dépend déjà, tu vois, le jeûne intermittent.
enfin, c'est pas de, j'ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là, j'ai déjà testé plusieurs fois. Moi, c'est pas une diète que j'apprécie, enfin, qui me donne des progrès pour moi, en tout cas, enfin, qui est adaptée à. J'aime bien le concept, j'ai déjà fait 2 fois, en fait. La première fois, j'avais pas supporté. La deuxième fois, j'ai très bien supporté. Et j'ai juste arrêté parce que j'avais du mal à avoir assez de calories sur la journée, en fait. D'accord, oui, ça fait des gros repas quand même à consommer derrière, ouais. Enfin, et sinon, là, j'y vais bien. Enfin, d'un point de vue par rapport aux études, etc., ça pose pas de soucis du tout. Parce que comme on dit tout à l'heure, en fait, tu vas pas cataboliser de ouf parce que tu vas gagner 3 heures de plus sur ta journée, hein, pas de problème. Et moi, je vais bien, justement, donc j'ai enlevé le petit-déj. J'aimais bien cette sensation. J'avais pas eu trop de baisse de. Non, j'avais pas trop de baisse de perf à la salle. Et j'aimais bien la sensation d'avoir le ventre qui se vide pendant la matinée, tu vois. D'accord. Bien, voilà, j'aimais bien cette sensation-là, mais malheureusement, j'ai arrêté parce que j'avais du mal à avoir cette calorie. Voilà. D'accord. Et tout ce qui est régime céto? Alors, Ceto, c'est une très bonne diète, mais qui est très mal faite, par la plupart des gens, encore une fois, malheureusement. C'est pour ça qu'en général, je la déconseille. Parce que, à la base, hein, la diète cétogène, elle a été conçue pour les personnes en obésité morbide. Et peut-être même pour certains patients atteints de quelques troubles, mais je me souviens plus exactement, j'ai plus tout ça en tête. Et tout simplement, donc l'idée, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la céto, c'est qu'en fait, on enlève les glucides. Donc on mange plus que des protéines et des protéines. bien sûr, Et des glucides. légumes, pas trop de calories. Le souci de ça, c'est que c'est rarement bien fait, encore une fois, et donc les mecs, ils vont manger des lipides de mer, parce que c'est le plus facile, en fait. Et trouver des lipides de qualité, c'est compliqué. C'est compliqué, ça coûte plus cher. Bah forcément, l'avocat, le saumon, les oléagineux, ça coûte un bras. Qu'on soit clair. Voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus cher de faire ça que de manger 200 grammes de fromage par repas et ça avec de l'huile de monosodium. C'est ça. Donc voilà, donc ça pose ce souci-là, ce qui fait que déjà le choix des lipides est rarement bon, donc en fait la diète ne va pas être efficace, et en plus, pour une fois, on est en jeu de la santé. Et puis en plus, il faut aussi avoir un petit peu d'historique pour savoir écouter son corps, écouter les signaux, parce que c'est une diète qui peut être risquée, ça peut provoquer des migraines, des maux de tête, enfin voilà. C'est pas neutre, et ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un coup de 100 grammes de glucides, enfin, 500 grammes de glucides à zéro du jour au lendemain. En plus, en général, on n'a pas besoin d'aller à zéro, c'est-à-dire qu'il suffit de descendre en dessous de 100, voire en dessous de 50 grammes par jour. Voilà, donc c'est une diète qui est intéressante, mais elle n'est clairement pas pour les sportifs débutants. Il faut savoir la faire correctement, il faut savoir s'y investir, aussi bien pour la gérer, la définir, que effectivement en termes financiers, c'est pas non plus c'est pas la diète la moins chère. Et ça fonctionne pas avec tout le monde également. Des personnes assimilent plus ces protéines, d'autres plus ces glucides, d'autres plus ces lipides. Une personne qui assimile plus ces glucides fera pas de cétogène parce que ça va très mal se passer pour cette personne-là. D'accord, bah, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. T'as des autres choses qui te viennent en tête par rapport aux erreurs des débutants, toi, à donner avant de partir ou Ouais, juste peut-être sur le côté digestif des compléments alimentaires, ou digestion des compléments alimentaires. D'accord. Chose qu'on voit, donc on fait, sur notre chaîne, on a testé beaucoup de marques et beaucoup de produits, beaucoup de boosters, beaucoup de protecteurs. Et étonnamment, quand on publie les vidéos, et des fois, quand nous, on a mal digéré les suppléments, et des fois, vraiment, il y en a, on a déjà eu des cas où des boosters, on ne pouvait pas finir la séance. Je m'en souviens très bien, oui. Et étonnamment, je vois en commentaire des fois des gens qui me disent « Ah ouais, moi ça me fait ça à chaque fois que j'en prends, j'en suis à mon 3e pot. » et le mec il me dit pas « Tiens, peut-être que je pourrais en prendre un autre à la place, quoi, tu vois. » Et peut-être qu'il garde cette marque-là ou ce produit-là parce qu'il est pas cher. Et c'est valable aussi pour les protéines. Typiquement, les mecs ils passent leur temps à avoir le ventre gonflé et à empester leur entourage. Et ils disent pas « Tiens, peut-être que je pourrais changer ma prot pour en avoir une qui me fasse pas péter, quoi. » Et en fait, alors bon, péter c'est un symptôme, mais c'est pas très grave. Mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est qu'en fait, la digestion se passe mal. Et donc, que ce soit pour une prod, un booster, etc., si la digestion se passe mal, ça veut dire que le produit, il sert à rien. Si tu peux pas le digérer, je veux dire, t'en tires aucun bénéfice. Bah, bien sûr. En plus, à la confort, la fatigue qui va avec. Ouais, c'est ça. Si la digestion se passe très mal, en plus, effectivement, ça va gêner la digestion des autres aliments que tu as pu prendre sur ta journée. Donc, en fait, au lieu d'avoir un effet bénéfique, tu vas même avoir un effet négatif. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les gens font pas du tout attention parce que c'est un petit peu rentrer dans les mœurs et se dire, bah, je prends quand on prend de la muscu, on pète et on a le vide éclaté. Mais ça devrait pas être le cas, en fait. Oui, bien sûr, c'est comme quelque chose de naturel pour ces personnes-là, ouais. Voilà. Comme pour le lactose, d'ailleurs, ou le gluten, pour les intolérants. Il faut travailler, voilà. Il faut pas hésiter à changer de marque, à changer de produit, à tester, pour essayer de trouver
trouver les produits qui nous conviennent mieux et qu'on digérera mieux, et donc qui auront un intérêt. Et donc, la meilleure protéine est laquelle? J'ai la réponse en tête. La meilleure protéine est laquelle, d'après tes tests? Je sais déjà ça quelle c'est, mais... Déjà de la native, ça c'est une évidence. Bien sûr. Et après, actuellement, en même temps, d'après mes tests, et puis d'après aussi l'étude de 60 millions de consommateurs. Oui, donc qui est assez récente, qui a 6 mois en arrière, grosso modo. Ouais. Voilà, c'est ça. A priori, pour l'instant, les deux plus intéressants par France, C'est Harder. c'est les marques X-Native et Harder. Mhm. Et puis ma marque, quand on aura fait la prod parfumée. Bien sûr. C'est prévu pour quand, d'ailleurs? On y travaille, on continue à faire beaucoup de tests en ce moment, c'est très compliqué en fait. Parce qu'on va avoir le moins d'ingrédients possible et le moins d'ingrédients chimiques possible dedans. Et c'est très compliqué. Pour l'instant, on n'a pas encore de formule de prot. Alors, on a pu finaliser pour le gainer, mais pas pour la whey encore. Tu veux en parler un peu de ta marque avant de terminer? Mais si tu veux, oui, on peut en parler. Avec grand plaisir. Faire trop le côté pub, mais Bah si, avec... on s'est lancé il y a pratiquement il y a un an maintenant qu'on a eu l'idée, on va dire. Et on peut suivre toute l'aventure sur YouTube aussi en direct avec des vlogs spéciaux. Pardon, On peut suivre toute l'aventure aussi en direct du lancement, de la marque. Et ça, c'est génial, ouais. Voilà, on essaie d'être le plus transparent possible sur ça, donc on le montre aussi bien sur mes blogs qu'en story sur Insta, j'en parle sur le forum, etc. Voilà, donc l'idée en fait c'est d'avoir des produits avec des ingrédients de qualité. Moi, on a que des protéines natives par exemple, on a de plus en plus d'ingrédients bio et il y a d'autres produits bio qui vont arriver d'ici quelques semaines. Et puis en essayant d'avoir le moins d'ingrédients possible dans les formules pour avoir quelque chose de plus qualitatif encore une fois. Et en même temps, le plus transparent possible, c'est-à-dire que voilà, on essaie de tout vous montrer, on met les certificats, etc., etc. Et le tout à un prix raisonnable. L'objectif étant que les gens ils puissent utiliser les produits, qu'ils puissent avoir des ingrédients de qualité, et qu'ils puissent les utiliser, parce que c'est trop cher, ils ne pourront pas l'utiliser. Bien sûr, parce qu'on voit le prix de certains compléments alimentaires, parfois c'est assez effarant. Voilà. Surtout pour ce qu'il y a derrière. Voilà, oui, il y a ça aussi, c'est en ayant que des ingrédients utiles, uniquement par exemple dans le pré-workout, et excuse-moi. Pas de souci. En ayant que des ingrédients utiles et correctement dosés. Parce que le pré-workout, là, celui qu'on a fait, qu'on essaie d'avoir, c'est aucun ingrédient qui sert à rien. Tu veux dire qu'il n'y a pas de créatine dans ton pré-workout? Oh, waouh, miracle. Il n'y a pas de créatine parce que ça sert à rien, à part d'un point de vue marketing, pour tous ceux qui ne savent pas qu'il n'y a pas d'utilité d'en avoir là, c'est-à-dire la majorité des gens, quand même. C'est pas pour rien que les marques en mettent, en fait, parce que les gens, ils croient que c'est utile. Bien sûr. Et puis en ayant pas d'ingrédients, où on en mettrait juste quelques milligrammes, histoire de mettre sur l'étiquette qu'on en a mis, mais qui n'aurait pas d'impact sur l'effet, quoi. Il y a beaucoup de cas, encore une fois, dans les pré-workouts, des fois il y a des produits à 20 ou 30 ingrédients, mais il y en a que 5 qui sont correctement dosés, en fait. Oui, mais là, ça monte le prix du truc, et voilà. Et puis on essaie de faire le plus possible aussi, donc pour l'instant on y arrive sans colorant, sans conservateur, etc. Beau projet. Très beau projet. Beau projet qui nous occupe beaucoup. Je pense, oui, je pense. Et puis finalement on est qu'au tout début encore, donc il nous reste encore beaucoup de travail, quoi. Et des nouvelles gammes à développer, je présume. Voilà, c'est ça, de tous les côtés, là, donc on a tout le côté gainer qui va arriver dans quelques semaines, amande, noix de cajou mélangée étudiant bio qui va arriver dans quelques semaines aussi, huile de coco bio qui va arriver aussi en fin de mois, et puis après, de tous les côtés, protéines aromatisées, on est en train de travailler, et puis après, on aura aussi, pré-workout, des soeurs aromatisées, oméga 3. Et bah super. Plein de réussite dans ces beaux projets. Ouais. Et bah, je pense qu'on arrive doucement à la fin. Merci à toi encore une fois, Jean, d'avoir pris du temps. Je sais que t'es quand même pas mal débordé en ce moment, comme tu viens de le dire à nouveau. Pas de soucis, toujours sympa de discuter. Et puis je renvoie toutes les personnes, bien sûr, sur ton site, où il y a quand même assez de contenu pour apprendre 2-3 choses. Après, quand même. 2-3 pages, quoi. 2-3 pages, c'est ça. 2-3 tests produits, 2-3 informations et quelques topics sur le forum. De toute façon, je pense que tout le monde te connaît, la chaîne YouTube aussi est assez bien pourvue, donc je renvoie tout le monde, bien sûr, sur tes différents réseaux et sur ton site. Merci à toi. Salut. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère qu'il vous aura appris de nombreuses choses et surtout que vous aurez repéré quelques erreurs à ne pas reproduire au niveau de la nutrition. Dans tous les cas, n'hésitez pas à découvrir le travail de Jean sur son site allmusculation.com et à aller faire un tour bien sûr sur FitMill pour découvrir de nombreuses recettes fitness ainsi que de très nombreux articles sur la nutrition. À très vite.